Bonjour, c'est Smartful, ça fait plaisir de vous voir. Il y a un truc qui m'insupporte dans la vie, c'est la confusion qui persiste encore entre Java et JavaScript. Et j'ai envie de faire une formation, une nano-formation sur JS pour permettre à des gens de faire du JavaScript, parce qu'aujourd'hui on peut commencer à faire de la programmation très rapidement grâce à JavaScript, parce que c'est un langage super cool. Mais je sais qu'il y a des gens qui se diront: ouais, mais alors c'est quoi la différence avec Java? Est-ce qu'on a besoin de faire du Java pour faire du JavaScript? Il y a des gens qui vont se prendre la tête, et il y a des connards qui vont dire: mais oui, c'est indispensable de faire du Java avant de faire du JavaScript. Soit parce qu'ils sont totalement cons et qu'ils ont vraiment pas compris qu'il y avait effectivement une différence, soit par pure méchanceté. Et donc, je voulais faire une vidéo pour vraiment vous faire comprendre que c'est différent. Pour comprendre que c'est différent, je vais pas simplement me contenter de dire bah c'est pas la même chose, je vais vous donner un peu d'historique, un peu de background pour que vous puissiez comprendre d'où viennent ces différences. Pour ça, on va faire un peu d'histoire. Voilà, dans les années 40-50, il y avait voilà, des gros ordinateurs, hein. Par exemple les IBM 701, les IBM 704, il y avait Bull aussi je crois, enfin bref, il y avait différents fabricants, et chaque fabricant faisait un langage, enfin des jeux d'instructions pour qu'on puisse programmer son ordinateur. Donc voilà, il y a un processeur, il y avait un jeu d'instructions pour qu'on puisse programmer son ordinateur. Ça ressemblait à ça, et on agissait carrément au bit près, hein. Donc bit, bon, si vous voyez pas ce que c'est pas grave, mais on était très bas niveau, on était vraiment à l'information qu'il y a dans le processeur près. C'était pas très simple, et en plus, il y a même des constructeurs, voilà, qui avaient des familles de constructeurs, c'est-à-dire qu'il y avait un jeu d'instruction, par exemple, IBM 700-7000, mais pour les autres familles d'ordinateurs, bah, c'était un autre jeu d'instruction. Alors, il y avait certainement des similarités, mais c'est-à-dire que quand vous travailliez dans une entreprise sur un ordinateur, vous saviez programmer l'ordinateur ou la famille d'ordinateurs, mais même chez le même constructeur, dans une autre entreprise, si vous y étiez sur une autre famille d'ordinateurs, vous deviez tout réapprendre, ce qui n'était pas forcément pratique. Et donc on est allé créer des langages universels qui utilisent un compilateur. Donc le compilateur, c'est ce qui prend votre code et qui va le traduire en code machine. Voilà. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même code source, on a simplement besoin de le compiler sur une machine pour pouvoir après l'exécuter, mais ce sera toujours on aura toujours le même résultat. Par contre, avec ces langages universels, donc il y a Fortran, côté scientifique, COBOL, côté business, on ne peut pas transporter l'exécutable, hein, donc l'exécutable c'est le programme, on ne peut pas prendre le programme d'un ordinateur et le mettre sur un autre ordinateur. Ça, c'est pas possible. Il n'y a que le code source, donc on est obligé de le compiler. Alors quand on fait des petits programmes, ça va, mais quand on fait un programme qui est un peu plus complexe, ça peut être un peu embêtant. Alors à l'époque, dans les années 50, c'était une grosse révolution, mais au fur et à mesure, ça va être compliqué. Parce on a besoin voilà, des fois de faire en sorte que ça fonctionne pas. Vu que les ordinateurs deviennent de plus en plus petits, qu'on avait même les micro-ordinateurs, ça devenait compliqué. Alors le COBOL, à quoi ça correspond? Donc déjà, ça fonctionne sur des gros ordinateurs qu'on appelle des mainframes. C'est IBM hein, qui fait des mainframes et qui avait fait le langage COBOL. Et on utilise un terminal pour pouvoir coder le programme, et il est compilé, et puis après envoyé sur les mainframes, et ça tourne. C'est principalement des banques, des assurances, des mutuelles, des caisses de retraite, des institutions publiques, bref, c'est ceux qu'on l'a tué pour se payer un ordinateur à cette époque. Donc on est dans les années 60-70, hein, vu que ça a été créé en 59, le COBOL, et même au début, le COBOL, c'était, bon ça c'est pour la petite anecdote, c'était avec des cartes à perforer. Bon, vu que c'est des institutions publiques, il y a déjà une certaine, enfin, institutions publiques ou des institutions privées, mais qui sont quand même assez lourdes, il y a une certaine inertie. On ne change pas un code comme ça du jour au lendemain. Donc même quand il y a des nouveautés, on fait pas, voilà, on va pas faire des changements, surtout qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, on va pas les casser parce qu'on a envie d'ajouter de la nouveauté. Bon. En 95, le langage Java arrive. Une des grandes particularités de Java, donc comme on le voit ici, c'est qu'on a la JVM, c'est-à-dire qu'on a différents ordinateurs, donc des Mac, des Windows, des Linux, et comme j'ai dit avant, l'exécutable ne peut pas fonctionner peut pas se donner sur les différentes machines. Ce que permet Java avec une JVM, donc c'est un programme, c'est que le bitcode, donc l'exécutable, va pouvoir fonctionner sur les différentes machines. Donc c'est une révolution à l'époque, ça devient un langage extrêmement populaire,
grâce à ça, parce que quand vous faites un programme, il peut aller sur les différentes machines, ce qui peut ouvrir pas mal de marchés. En plus de ça, en 99, il y a un cadre de travail autour du web qui se crée, autour de Java, qui permet voilà, de faire des différents services web, ce qui va être très pratique pour certaines institutions. Et en plus, Java, c'est un langage qui est très rigoureux, qui est un langage orienté objet. Voilà, ça c'est pour le terme technique, hein. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est pas gravissime, mais c'est un langage voilà, qui a une rigueur très particulière, et ça plaît bien aux grosses institutions, qu'elles soient privées ou publiques, et donc elles font des migrations de COBOL vers Java. Donc on est quand même dans un langage qui était utilisé dans les années 60, au début des années 2000, hein. Donc on a quand même 40 ans, donc voilà, ça c'est logique, il y a une inertie, mais on avance quand même, hein. Donc, aujourd'hui, les programmes des grosses institutions publiques, elles se font principalement, alors il y en a encore qui sont en COBOL, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en Java. Et elles vont pas changer, c'est parce que il y a une inertie, et elles voient pas aujourd'hui l'intérêt, parce que ça coûte cher, hein, ces migrations, les migrations ça coûte très cher, surtout pour des grosses institutions. Il y a plein d'interlocuteurs, donc elles vont pas changer, et donc elles le feront pas en JavaScript demain, ou dans un autre langage demain. Elles vont rester sur du Java. Donc ça, c'était pour le Java. Donc le Java, c'est côté, on va dire, grosse institution. Maintenant, on va parler de JavaScript. Alors, sa naissance, elle est toute différente. En gros, c'est un langage qui s'appelle Mocha au début, et bon, l'auteur va changer le nom, il va l'appeler LiveScript. Et après, pour des raisons marketing, l'entreprise l'entreprise qui a créé LiveScript renomme cela JavaScript. Elle le renomme, en gros, Netscape, c'est un navigateur, on est au début des années... au début, on est à la moitié des années 90, mais au tout début du web, le web ça a été créé en 92, et donc 3 ans plus tard, il y a Netscape qui est un des leaders dans les navigateurs, qui nous crée des navigateurs, et ils se disent, tiens, on va créer un petit langage pour créer des interactions. Donc comme ça, ce sera moderne, ce sera cool. Donc voilà, au début c'est vraiment une petite bidouille, c'est vraiment un petit gadget, c'est pas vu comme vraiment un langage, c'est même pas appelé un langage, et l'auteur l'a créé en 10 jours. Donc c'est vraiment une bidouille en fait, hein. On peut même pas dire que c'est un langage. Et donc ce moteur de langage, il est incorporé dans le navigateur. C'est super populaire. Alors oui, ils l'ont renommé JavaScript parce que Java c'était super populaire, hein, c'est une entreprise commerciale, ils se sont dit tiens, Java c'est populaire, et donc ils ont demandé à l'entreprise, donc c'était Sun Microsystems qui avait créé Java, s'ils pouvaient pas créer JavaScript, donc voilà, il y a eu autorisation, et voilà, c'est du marketing. Donc, mais c'est que du marketing, c'est la seul point commun, c'est... voilà. C'est un gros bordel parce que y a pas que Netscape, il y a plein d'acteurs, et on se dit tiens le web ce serait quand même bien si c'était un peu normalisé, surtout que c'est des fois pour faire les mêmes choses. Et donc en 97 on crée l'ECMAScript qui permet de standardiser voilà, ce langage qui permet de faire des interactions. On parle des fois de HTML dynamique, hein, donc c'est des petites interactions, on appuie sur un bouton, il y a un truc qui apparaît, ça permet de faire des petites animations, bon, des petits trucs. Mais bon, c'est quand même mieux si le site fonctionne sur différents navigateurs. Quand on fait un site web, voilà, c'est quand même mieux, donc il y a quand même cette exigence de normalisation, donc on normalise en 97, et petit à petit, on améliore la normalisation jusqu'à en faire un langage assez mature à partir de 2009, et totalement sérieux à partir de l'ES6, à partir de 2015. Aujourd'hui, on en est à l'ES11, chaque année, il y a de la normalisation, donc aujourd'hui, on en est à l'ES11, et c'est vrai que chaque année, il y a des trucs très sympas qui arrivent. Et donc ça devient voilà, vraiment à partir de 2015 un langage extrêmement sérieux. Comme je disais, en fait, avant c'était dans le navigateur, et ça a été dans le navigateur jusqu'en 2009. Donc Chrome utilisait un moteur V8 qui était un des meilleurs moteurs JavaScript, qui était très puissant, et ils l'ont mis en open source. Et il y a un mec qui s'est dit tiens je vais réutiliser le moteur et je vais le mettre dans un autre environnement, enfin dans un autre package, pour qu'on puisse utiliser ce langage en dehors d'un navigateur web, donc en dehors d'un usage purement web pour d'autres choses, donc que ce soit sur un serveur, que ce soit en local sur votre ordinateur. Et donc c'est ce qui a fait en sorte, donc avec Node.js, que le JavaScript c'était plus un langage de bidouille, mais c'était un langage mature via l'ES6, et grâce aussi à Node.js. Donc voilà,
Java et JavaScript, ce sont deux choses totalement différentes. Et pour l'illustrer, ça c'est à peu près le type d'entreprise qu'on aura. Donc on a de l'institution, de la grosse institution, qu'elle soit privée ou publique. Hein. Dans une banque, on voit bien ce type d'image. Voilà, donc on a quand même des équipes qui sont là, mais en arrière-plan quand même. Il y a un mec qui se met en avant. Bon, il a la chemise ouverte pour faire cool, parce qu'aujourd'hui c'est cool de faire cool, mais on reste quand même sérieux. Hein. On voit que le mec il a une cravate et tout, que les gens sont très sobres. Ça, c'est l'environnement Java, pour faire simple, et là en environnement JS, hein, JavaScript, en mode un peu plus startup, beaucoup plus cool, avec lesquels on peut faire des produits vraiment géniaux. Voilà, donc moi je préfère le JS, mais chacun ses préférences. Java, on va dire, c'est surtout de la rigueur. JavaScript, bon, c'est un langage qui reste très rigoureux, mais voilà, c'est pas non plus au top du top de la rigueur, mais c'est un langage surtout très cool, très moderne pour faire des choses qui sont très innovantes. Voilà, c'était la petite présentation. J'espère maintenant que vous connaissez vraiment les différences entre les deux et que vous ne ferez plus la confusion. Et non, on n'est pas obligé de faire du Java pour apprendre du JavaScript. On peut faire du JavaScript directement. Allez, c'était Smartful. Je vous dis à bientôt.